On va en reparler. Pascale Morinière, vous êtes médecin également. Est-ce que cette objection de conscience, effectivement, des soignants, du personnel soignant, était prévue dès le départ dans la loi Veil et finalement, est-ce qu'on a l'impression qu'on assiste à des dérives ou des glissements depuis le vote de la loi? Alors, elle était une des conditions de la loi Veil de 75. Elle a pu être votée parce que ça a été inscrit. Et cette objection de conscience, elle s'applique à tous les soignants, pas seulement les médecins et les sages-femmes, mais infirmières, aides-soignantes, tous ceux qui participent à l'acte d'avorter. Et c'est de niveau législatif. Les médecins, par ailleurs, ont une liberté de conscience, mais qui est de niveau déontologique réglementaire. Donc, si on supprime cette liberté de conscience de niveau législatif, on voit bien que le niveau réglementaire pourrait après être facilement attaqué. On peut rappeler le texte même de l'article 1 de la loi Veil, qui, je le rappelle, a été voté en 1975. La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi. Ça veut dire qu'au départ, c'était plutôt une exception, l'avortement ? Jusqu'à présent, c'était une exception. Et ça, a priori, ça l'est toujours. Mais on voit que si c'est inscrit dans la Constitution, comme vous le dites très bien, eh bien, on pourrait avoir un renversement des valeurs. Et donc, que ce soit un droit, l'IVG, mais que l'exception, ce soit la liberté de conscience. Delphine Loiseau, oui. Vous êtes juriste sur cette exception qui devient un droit. C'est un cas d'école, si je puis dire, pour les juristes à observer? Non, ce n'était pas un cas d'école. En fait, on l'a bien vu, par exemple, avec l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe, où en fait, ce qui a été interdit en droit français et aussi en droit international privé, eh bien, est devenu du jour au lendemain une valeur qu'on a protégée au titre de l'ordre public. Donc non, c'est assez courant dans l'évolution du droit. C'est un raisonnement juridique courant. Oui, c'est un raisonnement juridique, même si on voit bien qu'il est assez faible, parce que comment on peut considérer que ce qui a toujours été considéré comme une valeur importante de la société, du jour au lendemain, on passe dans l'extrême inverse. En fait, c'est quand même... ça manifeste plutôt l'état de la société, en fait. Mais Alors, justement, c'est une question aussi qu'on peut se poser. On peut rappeler aussi le chiffre des avortements en France, 223 000 selon les chiffres officiels de 2021, c'est-à-dire une naissance sur 4. Comment expliquer, justement, cet aveuglement face à un acte qui reste effectivement d'une gravité, vous l'avez rappelé, extrêmement importante, cet aveuglement ou cet acharnement à vouloir promouvoir l'avortement comme une valeur extrêmement positive dans notre société, Pascale Morinière? Oui, on se rend compte qu'il y a un effet toujours plus, étape après étape, on va toujours dans le même sens et toujours plus loin avec des effets cliquets successifs, on sait qu'on ne remontera pas après. Alors c'est très haut et en plus ça augmente, c'est-à-dire que les chiffres en valeur absolue tendent à montrer que c'est un plateau, mais en fait par rapport au nombre de femmes en âge de procréer, il y a une progression. Donc il y a une banalisation en même temps et il y a cet aveuglement qui entraîne jusqu'à l'inscrire dans la Constitution, non pas pour défendre un droit, mais pour être sur un plan, je dirais, plus offensif, pour permettre de limiter la liberté de conscience, pour permettre éventuellement d'allonger les délais d'avortement. On est à 14 semaines, la loi Veil c'était 10 semaines, donc un mois de plus, ce qui n'est pas rien. 14 semaines, c'est le milieu du 4e mois quand même. L'enfant est complètement formé, c'est plus un embryon, c'est un fœtus, il peut bouger, etc. Voilà. Et les normes de l'OMS stipulent qu'il faudrait pouvoir que la femme puisse avorter jusqu'au terme sans contrainte et sans liberté. Donc il y a un objectif qui vous paraît très clair? Il y a un objectif très clair qui va toujours plus loin. Et on a l'impression que sur cette pente glissante, rien ne vient l'arrêter. Il n'y a pas cette espèce de sursaut où tout d'un coup, certains se diraient non mais là, on va vraiment trop loin et c'est plus possible. Comment expliquer cet aveuglement, Laetitia de Calbiac? Moi, ce qui m'effraie, c'est que je me dis qu'au fond, c'est pour soi-disant qu'il y ait une plus grande sécurité de la femme ou de la jeune fille qui tombe enceinte. Et c'est exactement le contraire qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait penser cette sécurité d'une autre manière. C'est vrai que la femme, elle a besoin d'être sécurisée. Avoir un enfant très jeune, par exemple, c'est pas très sécurisant, c'est pas forcément ce qu'on avait prévu. Mais peut-être qu'il y a une autre solution que d'éliminer un enfant. Peut-être que s'il y avait plus de protection de la société, d'entraide, une sorte d'espérance, en fait, de vie, une culture de vie, on se poserait moins cette question-là. Et en fait, le problème, c'est que c'est dans l'air ambiant. C'est dans l'air ambiant. Les enfants, ils ont ça en tête. N'importe quelle, même les familles chrétiennes. Je veux dire, l'avortement, ça fait partie de la vie maintenant, aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça fait peur de voir qu'on veut aller encore plus loin, alors qu'au fond, il y a d'autres solutions et que parfois, il suffirait de peu de choses. Voilà. Alors, on va se retrouver juste après un bref intermède publicitaire pour continuer cette discussion en votre compagnie et notamment Laetitia de Calbiac, vous nous raconterez votre témoignage. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant.
De retour dans Enquête d'esprit, nous parlons de la question de l'avortement après les annonces d'Emmanuel Macron le mercredi 8 mars qui souhaite inscrire le droit à l'avortement ou en tout cas l'avortement dans la Constitution. C'est donc un débat législatif qui va s'ouvrir, mais un débat qui concerne évidemment toute la société, les femmes en particulier, mais pas uniquement. En tout cas, nous avons ici 3 femmes sur le plateau d'Enquête d'esprit pour en parler. Pascale Morinière, elle est médecin et présidente des associations familiales catholiques. Laetitia de Calbiac, elle est membre de l'association Mère de Miséricorde, qui publie, elle a publié également un livre sur le sujet, Ne laisse pas les ténèbres te parler, aux éditions des Béatitudes. Et puis, une juriste, Delphine Loiseau, avocat au barreau de Paris, et vous signez une tribune dans le Figaro pour vous opposer notamment à cette inscription. Et puis, je le rappelle, cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors, pour commencer, une citation du pape François qui va s'afficher sur votre écran à ce sujet, notamment, en réalité, une société mérite la qualification de civilisée si elle développe des anticorps contre la culture des déchets et si elle reconnaît, cite le pape François, notamment la valeur intangible de la vie humaine. C'était une citation du 30 janvier 2020. Finalement, première question à vous toutes. Est-ce qu'on est dans cette culture de déchets qui s'applique autant à la consommation qu'à la vie humaine aujourd'hui ? Pascale Morinière. Oui, je pense qu'on est dans cette culture de déchets au debout de la vie en particulier. On le voit avec les débats qui commencent à monter sur la fin de vie. C'est-à-dire que celui qui est sans voix, l'infant, l'enfant, eh bien, on peut l'éliminer, mais aussi celui qui n'est plus productif, dont la vie n'est plus utile, peut être éliminé. Donc c'est effectivement... Une vision utilitariste ? Complètement utilitariste. Ouais. Une autre réaction sur ce point ? Oui, puis on prend l'enfant pour un... On nous présente scientifiquement que c'est un amas de cellules. Alors c'est vrai que ça va complètement à l'encontre de ce qu'une mère, au fond de son cœur, vit, en fait, dans tous les pores de son esprit et de sa chair. C'est un sujet juridique, d'ailleurs, Delphine Loiseau, puisque la question du statut du fœtus, la Cour de cassation en 2001 n'a pas reconnu le fait que le fœtus soit une personne humaine. Et non, et en fait, elle ne le peut pas. Elle ne le peut pas parce que ça voudrait dire qu'elle reconnaît que l'avortement est un homicide. Et donc, elle ne peut pas reconnaître une vraie personnalité juridique à l'enfant à naître. Néanmoins, en fait, on voit qu'il y a des endroits dans le droit où parfois elle reconnaît une certaine personnalité au fœtus. C'est notamment le cas en matière de succession, où en fait, si un enfant est conçu et que son père décède alors même qu'il est déjà conçu, mais qu'il n'est pas encore né, eh bien, s'il est vivant et viable, il pourra hériter comme s'il était déjà né au moment du décès de son père. Ce qui montre bien qu'on peut, de temps en temps, dans le droit, reconnaître une certaine des droits à l'enfant à naître. Mais de l'autre, en même temps, si cet enfant n'était pas né vivant et viable, eh bien, il n'aurait eu aucun droit. On est dans les contradictions juridiques, Pascale Morinière, là-dessus ? Oui, c'est tout à fait ça. Et l'accident de Pierre Palmade est une illustration incroyable tout récemment, où on a vu que cet enfant, s'il n'était pas né vivant et viable... Une femme enceinte qui a été percutée par la voiture de Pierre Palmade a perdu son bébé. L'enfant a 6 mois, donc il est a priori viable. Et il fallait être sûr qu'il était né vivant pour qu'on puisse qualifier ce qui s'était passé d'homicide involontaire. Sinon, c'était assimilé à une fausse couche. Enfin, je pense que c'est ça qu'on considérait. Oui. Et donc, il y a une énorme injustice pour les parents de ne pas reconnaître qu'il n'y ait pas de condamnation, que la justice ne passe pas sur cet événement. Autre contradiction du droit, le gouvernement a annoncé cette semaine qu'il y allait avoir un congé pour fausse couche. Donc là, effectivement, là aussi, c'est une forme de reconnaissance. Oui, et la proposition de loi est très claire. Elle expose en préalable qu'en fait, elle expose que la fausse couche est traumatisante. La fausse couche est traumatisante. La fausse couche a des conséquences psychologiques sur la femme et sur le couple également. Et donc, fort de ce constat, il propose qu'il y ait un accompagnement psychologique de ces couples-là et notamment qu'il y ait des arrêts maladie sans jour de carence. Et donc, c'est très bien. En tant que tel, on ne peut que s'en féliciter. Mais ça montre également qu'en fait, un même événement, c'est à savoir la mort d'un bébé dans le sein de sa mère, qu'il soit donc volontaire ou qu'il soit subi de manière parce que naturellement cet enfant ne peut pas vivre, eh bien en fait un même événement est d'un côté considéré comme un drame qu'il faut accompagner, et ce qui est vrai, et de l'autre côté est considéré comme une liberté. Et donc en fait c'est quand même grave de se dire que la mort d'un bébé dans le sein de sa mère puisse être considérée par le même droit et par la même sécurité sociale qui va aider de chaque côté, alors que en fait dans tous les cas c'est juste la mort d'un enfant. C'est juste, et c'est un drame, et c'est horrible, et je trouve que c'est profondément hypocrite. C'est hypocrite, et ça montre vraiment
à quel point c'est du en même temps, surtout. Enfin, en fait, c'est en même temps. Comment on explique cette contradiction? Est-ce qu'il y a une explication d'ailleurs? Il y a un absolu du désir d'enfant. En fait, ce qui est érigé en un droit absolu, c'est l'enfant a droit à la vie si ses parents le désirent et sinon. Or, on peut ne pas attendre l'enfant, ne pas s'attendre à ce qu'une vie surgisse et on peut accueillir l'enfant. Je dis pour celles qui nous écoutent, pour qui ça peut arriver, on a 9 mois pour se préparer. Beaucoup d'enfants sont venus à la vie et au début, ils étaient quand même pas tout à fait attendus. Voilà, donc ces 9 mois ont cette utilité-là de pouvoir se préparer à accueillir. Laetitia de Calbiac, j'aimerais que vous nous fassiez part de votre témoignage parce que, évidemment, et vous l'avez dit tout à l'heure, l'avortement est un drame et une souffrance et ça, c'est pas forcément ni entendu ni dit dans la société aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Moi, après avoir été guérie quand même par le Seigneur, parce que je considère qu'on doit être guéri d'un avortement et que c'est très long. Et parce que c'est une blessure. Parce que c'est véritablement une blessure. C'est même, je dirais, c'est même un traumatisme. Je pense que ça dépend des circonstances, de quand on le vit, si on l'a vraiment choisi ou non. Mais au fond, c'est un traumatisme. D'abord, c'est très violent sur le corps de la femme. Ensuite, quand la conscience s'éveille, si elle n'a pas été éveillée ou si elle s'est tue parce qu'elle était dans un déni au moment de l'avortement, même si on dit et on prône que c'est un choix pour certaines, bon, chose qui n'est pas quand même le cas de tout le monde, je tiens à le dire. Vous, c'était à 17 ans? Moi, j'avais à peine 17 ans, oui. Voilà, donc c'est sûr que c'était pas un désir. Et quelle femme, je me dis, excusez-moi, mais on a quand même des grâces de maternité en nous, souhaiterait mettre dans son parcours de vie le fait d'avoir avorté. Moi, j'ai commencé ma vie comme ça, bien sûr que j'aurais souhaité que ça n'ait pas lieu, bien sûr. Et vous avez mis 10 ans à sortir, en quelque sorte, du déni? J'ai mis plus de 10 ans, oui, plus de 10 ans. Ouais, 13 ans, je crois. Quel chemin avez-vous parcouru grâce à Mère de Miséricorde, en fait. Bon, j'ai retrouvé la foi en Église, en fait. Et c'est à ce moment-là que la lumière s'est faite dans mon cœur et que, en fait, pendant 13 ans, on n'avait pas reparlé de ça. Je ne reparlais pas de ça, on n'avait pas reparlé de ça. Donc, c'était vraiment un déni protecteur, je pense. Et c'est quand j'ai retrouvé la foi dans le Seigneur, tout son amour, là, c'est remonté très rapidement. Et là, j'ai pu pleurer, d'ailleurs, à ce moment-là. Vraiment, alors que ce n'était pas le cas avant? Non. Vous n'y pensiez pas? Alors, j'ai pleuré d'angoisse, mais j'ai malheureusement pas pleuré du fait d'éliminer cet enfant. Mais j'ai pleuré après, quand j'ai pu m'autoriser finalement à exprimer ce que je sentais quand même dans mon cœur de jeune fille, que la vie était sacrée et que c'était un enfant. Mais c'est vrai que le mot enfant, je ne me le disais pas. Et il y a eu très peu de préparation. Vous voyez, quand on vous dit il y a vous devez voir une psychologue, ça a duré tellement peu de temps. J'ai eu tellement peu de personnes qui m'ont parlé. J'étais dans un silence total. J'étais très seule, en fait. Et vous aviez un pardon à vous donner à vous-même? Ah oui, ça, c'est le plus dur pour une femme qui a avorté, je pense. On doit aussi pardonner certainement à d'autres personnes, hein, puisque finalement, ça engendre tout un groupe dans la société, quand on regarde bien. Mais le pardon à soi-même, c'est vraiment ce qui est le plus dur, parce que je pense qu'on est le pire juge pour nous-mêmes. Et c'est vrai que l'avortement, quand on prend conscience de ce que c'est, dans la lumière du Seigneur et dans la foi, c'est très dur si on ne croit pas encore en cette miséricorde du Seigneur qui est bien réelle et qui nous pardonne tous nos péchés, même celui de l'avortement, je tiens bien à le dire. Il est pardonnable et on peut être pardonné, on peut être aimable et se considérer aimé, mais c'est vrai que c'est vraiment le travail le plus dur. On se dit ça c'est impossible. Je vous remercie de ce témoignage et puis on va bien sûr poursuivre. Je voudrais qu'on écoute qu'on regarde ce sondage IFOP de 2020 qui dit ce que vous dites, mais à l'échelle de la société, hein, puisque selon ce sondage, encore une fois IFOP, pour 92% des Français, l'avortement laisse des traces psychologiques difficiles à vivre pour les femmes. Pascal Morinière, un commentaire sur cela, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment admis. En tout cas, on a des difficultés à le dire et à le penser dans la société. C'est-à-dire que les parlementaires qui font l'actualité sur ces sujets-là, hein, puisque chaque année on a un petit cran en plus, jamais ils n'écoutent les femmes, jamais ils n'écoutent ce genre de sondage. Il faut écouter les femmes. Moi, je vous remercie de votre témoignage, je trouve ça magnifique ce que vous nous avez confié. C'est ça qu'il faut écouter, il faut entendre ça, il ne faut pas seulement entendre ce désir d'aller toujours plus loin dans le droit. Les femmes aussi, dans ce même sondage, les femmes à 63
93%, souhaiteraient que la société mette en place des aides pour qu'elle ne recourt pas à l'avortement. Donc il y a vraiment cette demande-là de l'ensemble de la société. Et on voit que dans les pays qui n'ont pas limité les droits, mais qui ont mis en place des aides, avec toute la politique familiale, eh bien l'avortement diminue. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de l'Espagne,